Ok, merci au laboratoire Lavergne et à Collab donc de nous avoir invités à cette réunion régulière du symposium pour parler de la pathologie pour l'instant du col, mais j'ai vu qu'on tournait autour de l'urologie et toutes les autres pathologies. Et nous allons essayer d'envisager ensemble les nouvelles recommandations, d'autant que, comme vous le savez, le dépistage organisé du cancer du col a été institué depuis le 4 mai 2018, c'est-à-dire il y a 15 jours. Je vous montrerai les textes tout à l'heure. Et ce dépistage, pour l'instant, est centré sur le dépistage cytologique et non pas sur le dépistage virologique, comme un certain nombre d'autres pays européens ont pris la décision. Mais il est probable qu'en France, dans 4 ou 5 ans, on passe du dépistage cytologique au dépistage virologique et non plus retrouver les conséquences du virus HPV, mais la présence ou pas du virus dans la filière génitale. Alors, ces recommandations ont été basées sur un travail d'un groupe de travail qui a été dirigé par l'INCa, un certain nombre d'experts, à la fois cytologistes, virologues et gynécologues. Et il y a eu, bien entendu, des critères de qualité qui ont été définis pour chacun des éléments du trépied, du diagnostic et de la prévention du cancer du col, à savoir la cytologie et l'immunohistochimie, la virologie et la colposcopie. Pour chacun de ces domaines de diagnostic, on a essayé de mettre en place des critères de qualité. Pour la cytologie, qui concerne essentiellement le laboratoire Lavergne, un certain nombre de critères ont été mis en œuvre. Et, fort heureusement, ce laboratoire respecte ces critères de qualité, puisque le critère principal est l'utilisation de la classification de Bethesda pour donner ces résultats cytologiques. Encore, je vois toutes les semaines des patientes à Paris, en région parisienne, en Île-de-France et ailleurs en France, avec des laboratoires qui donnent des résultats qui n'utilisent pas la classification de Bethesda, qui disent parakératose, leucokératose, anomalie de dyscariose légère ou modérée. On ne sait pas où classer les lésions. Est-ce que c'est des lésions dites ASCUS? Est-ce que c'est des lésions de type ASCASH? C'est du bas grade, du haut grade? On ne sait pas, parce que les résultats sont donnés sous une terminologie qui n'est pas reproductible. La seule terminologie qui doit être utilisée est la classification dite de Bethesda. Donc, premier critère de qualité de la cyto. Deuxième critère de qualité de la cyto, donner le milieu liquide que l'on utilise, et ce liquide doit répondre à des critères de qualité. Et là encore, il y a grosso modo deux grands milieux liquidiens qui sont utilisables. Et là encore, les résultats qui sont donnés avec les résultats de cytologie du laboratoire Lavergne utilisent un de ces liquides de référence. La deuxième chose qui est extrêmement importante, qui est d'autant plus importante qu'un certain nombre de gynécologues vont avoir cette charge à réaliser, c'est les critères cliniques de la feuille de cytologie. Jusqu'à présent, on mettait le nom, le prénom de la patiente, son adresse pour la facturation, et puis point final, le médecin traitant s'il y en avait un, et pas toujours, quand il n'y en a pas, quand on est le gynécologue traitant de la patiente, on met juste les zones administratives, et puis le contexte clinique, évidemment, si c'est un frottis anormal, s'il y a des métrorragies, s'il y a quelque chose d'anormal, on renseigne. Mais ce n'est pas les seules caractéristiques qui doivent être marquées désormais dans les résultats du frottis. Il faut marquer le numéro d'identification personnelle de la patiente, c'est-à-dire le NIP. Pourquoi? Pour que la structure de gestion du dépistage du cancer du col qui va être centralisée en Île-de-France, jusqu'à présent, il n'y avait que le 94 qui avait une structure de dépistage pour le cancer du col. Aujourd'hui, ça sera toute l'Île-de-France par une seule structure, a besoin d'identifier les patientes de façon nationale. Parce qu'une patiente qui est suivie à Paris peut avoir eu un frottis à Marseille un an avant, et peut déménager à Bordeaux, et donc bien qu'un collab soit présent dans tout le territoire national, bien sûr, il faut pouvoir identifier par la structure d'organisation du dépistage l'identification de la patiente pour pouvoir la suivre. Et ça, c'est un phénomène nouveau. Et donc les cliniciens, qui sont ceux qui seront à même de pouvoir identifier la patiente, devront le faire. Donc, deux critères de qualité, le remplissage de la feuille d'ANAPAT, enfin de cytologie en l'occurrence, et la classification et le milieu de transport de la cytologie qui doivent répondre à des critères de qualité. Deuxième critère de qualité concerne les tests HPV. Vous savez que les tests HPV doivent aussi être soumis à une norme, que ce soit pour des laboratoires de biologie ou pour des laboratoires d'ANAPAT. Ils doivent respecter les normes ISO. Et là encore, il faut qu'ils utilisent des trousses qui sont reconnues et qui sont autorisées par les instances qui autorisent la mise sur le marché de ces troubles d'HPV. Enfin, troisième critère de qualité,
c'est la colposcopie qui est l'élément diagnostique au fond de toutes ces méthodes de triage, que ce soit la cytologie, l'HPV, le double immunomarquage, on va le voir tout à l'heure. La colposcopie devient la pierre angulaire du diagnostic de la pathologie du col. Et pour la colposcopie, il y a un nouveau critère qui vient d'être intégré, qui vient d'être publié au journal officiel du 4 mai 2018, qui est la colposcopie doit être réalisée. Voici le texte de ce décret d'application qui a été publié le 4 mai concernant l'organisation du dépistage du cancer du col. Et dans le journal officiel, on dit le professionnel de santé doit donner un suivi qui est conforme aux recommandations dont je vais vous parler maintenant. Donc, vous êtes tenus, nous sommes tenus, d'appliquer ces recommandations pour le suivi des patientes présentant un frottis anormal. La colposcopie a été définie par le décret d'application du 6 mai 2018 en donnant la colposcopie, bien entendu, on explique ce que c'est, et ensuite on dit la colposcopie est réalisée par un professionnel dans le respect de la charte de qualité en colposcopie. Or, le respect de la charte de qualité en colposcopie impose un certain nombre de critères. Des critères d'activité personnelle, au moins 50 colposcopies par an, et des critères de formation continue, qui sont de se former tous les ans aux améliorations ou aux changements des pratiques. La deuxième chose, et c'est un nouveau critère, c'est celui de dire, avant de réaliser l'examen colposcopique, il faut donner une information écrite à la patiente. Donc une fiche d'information, c'est nouveau, ça vient de sortir. Et donc il faut préalablement à l'examen colposcopique expliquer à la patiente quel est le but, quelles sont les conséquences de cet examen colposcopique. Alors, quelles sont ces recommandations pour venir dans le cœur du sujet maintenant? Ces recommandations concernent les atypies que l'on dit cytologiques mineures. Dans le groupe des atypies cytologiques mineures, il y a les ascus et il y a les bas grades. Pourquoi s'occuper des ascus et des bas grades? Ce sont des toutes petites anomalies comme celle que définissait tout à l'heure pour la cytologie urinaire, cytologie dite de bas grade. Ces petites anomalies peuvent cacher des anomalies plus sévères parce qu'il y a un sous-diagnostic de la cytologie. On peut avoir un frottis bas grade ou ascus et avoir une lésion de haut grade, voire un cancer invasif du col sur l'utérus, alors qu'on n'a que des petites manifestations cytologiques. Donc c'est la sous-évaluation possible de la cytologie. Mais il y a un deuxième problème, c'est que ces petites anomalies mineures sont peut-être le terrain pour développer dans 3 ans, dans 5 ans, dans 6 ans, une lésion de haut grade sur le col. Donc c'est peut-être un facteur de risque. Est-ce que ces patientes doivent être suivies différemment? Voilà grosso modo des statistiques montrant la probabilité d'avoir une lésion de haut grade sur le col quand on a un frottis ascus, c'est de l'ordre de 7 à 10%. Quand on a un bas grade, c'est de l'ordre de 15 à 20%. Donc quand on a un frottis ascus, il y a 8% de patientes qui ont une lésion de haut grade. Quand on a un bas grade, il y a 10, 15, 20% de patientes, selon les laboratoires, qui ont une lésion de haut grade sur le col. Donc comment les trier? Ascus, chez une patiente jeune de moins de 30 ans, on peut faire soit de l'HPV qui est la voie royale, c'est-à-dire qu'on va trier les patientes qui ont des ascus et un HPV. Quand on a un HPV positif, alors on va l'adresser à la colposcopie. Quand l'HPV est négatif, c'est qu'il n'y a pas de lésion sur le col, il n'y a pas de lésion sans HPV, donc pas d'HPV après un ascus, contrôle à 3 ans. Pourquoi? Parce que le fait d'avoir un HPV négatif quand il est fait avec une trousse de référence, dans un laboratoire de référence, protège pendant au moins 3 ans d'avoir une lésion de haut grade sur le col. Donc HPV négatif, pas de prise en charge particulière, contrôle à 3 ans. Il y a une option. Chez les patients de moins de 30 ans, on peut faire un double immunomarquage. Pourquoi faire un double immunomarquage? Parce que le double immunomarquage témoigne non pas de l'infection par HPV, mais peut-être de la transformation que l'HPV entraîne sur la cellule. Si ce double immunomarquage est positif, alors on fait une colpo. S'il est négatif, alors on fait un contrôle à 12 mois. Vous voyez qu'ici, on fait un contrôle à 3 ans, parce qu'il n'y a pas d'HPV, mais quand on a un double marquage négatif, le Syntec, eh bien, ça ne protège pas pendant 3 ans, parce que ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'HPV, ça veut dire qu'il n'y a peut-être pas de transformation par le virus de la cellule. Voilà un peu le nouveau schéma des lésions du col. Le col est normal au départ. On rencontre un HPV au cours d'un rapport sexuel, ce qui arrive à 80% des gens sexuellement actifs au cours des 5 premières années de leur vie sexuelle. Donc c'est tout le monde ici a eu un contact avec un HPV si vous avez eu des rapports un jour dans votre vie. Et vous avez 2 possibilités d'avoir des lésions. Soit vous avez une infection latente, puis une infection productrice. L'infection productrice, c'est une lésion dite de bas grade. Soit vous avez une lésion transformante. Cette transformation est due au virus HPV qui transforme la cellule non plus en une cellule infectée, mais en une cellule
transformée qui peut évoluer vers une lésion de haut grade, puis vers un cancer du col si elle n'est pas traitée. Et le virus HPV, en bloquant la protéine du rétinoblastome, la protéine PRB, le E7 du virus peut bloquer cette protéine et donc activer une promotion de la protéine P16 qui, elle, va entraîner toute une cascade d'éléments cellulaires, dont la division cellulaire, l'immortalisation de la cellule. Donc, en activant la protéine P16, le virus HPV va augmenter la division cellulaire. En mesurant cette protéine P16, on mesure donc l'effet du virus sur la transformation de la cellule. On peut le voir ici sur le double immunomarquage. La protéine P16 est présente dans le cytoplasme des cellules et, en plus, on vérifie l'activité du noyau par le Ki67. Quand les cellules sont à la fois marquées en Ki67 et en protéine P16, on dit qu'il y a un double immunomarquage positif. Donc, il est probable que la cellule se transforme. C'est ce qu'on recherche dans cette étude. Bas-grade ou ascus, vous voyez que la sensibilité du double immunomarquage à dépister une lésion de grade est de 92% dans l'ascus, 94% dans le bas-grade. C'est à peu près identique à celui de l'HPV. La seule différence, c'est que beaucoup de gens ont de l'HPV et peu de lésions, donc la spécificité n'est pas bonne, alors que le double immunomarquage, il a une bonne sensibilité et une bonne spécificité. Donc, avant 30 ans, on peut utiliser soit le double immunomarquage, soit l'HPV. Pourquoi on donne cette option? Parce que chez les femmes de moins de 30 ans, il y a beaucoup de femmes qui ont un HPV qui est présent dans la filière, mais qui ne transforme pas les cellules. Donc on risque de sélectionner beaucoup de patientes avec l'HPV. Après 30 ans, plus de double immunomarquage, une seule façon de trier les patientes, l'HPV, positif colposcopie, négatif, contrôle à 3 ans, c'est la même chose. On voit donc qu'il s'agisse du double immunomarquage, qu'il s'agisse de patients de moins de 30 ans ou de plus de 30 ans, dès qu'on a un double marquage que l'HPV ou le Syntec, on aboutit à la colposcopie. Si c'est après 30 ans, on aboutit très souvent à la colposcopie parce que les tests sont positifs. Le problème, je vais passer rapidement, c'est que la colposcopie peut avoir 3 conséquences. Première conséquence, la colposcopie est normale. Il n'y a pas de lésion sur le col et pourtant on a un HPV. C'est l'immense majorité des patientes. Parce que l'HPV est présent dans la filière sans transformer les cellules. Deuxième solution, vous avez une petite lésion bénigne, on va la biopsier, c'est une lésion de bas grade, ou on a une lésion de haut grade sur le col, on a vu que c'était 8 à 15% des patientes. Il faut savoir qu'une colposcopie normale, après un HPV positif, ne rassure pas les patientes. Quand vous leur dites, elles viennent vous voir parce que vous avez un frottis ascus HPV+, et que vous leur dites non, vous n'avez rien, tout va bien, vous n'avez rien sur votre col, on contrôlera ça dans 1 an. Eh bien, il faut savoir que cette colposcopie normale inquiète beaucoup les patients parce qu'ils se disent peut-être que le médecin n'a pas bien vu ce qu'il fallait. Et j'ai même vu des gens proposer des traitements au laser alors que le col est normal pour essayer d'enlever l'HPV. Il faut savoir que ça n'a aucune efficacité puisque le laser ne traite pas le virus. Donc, vous voyez que la prévalence des anxiétés pour la peur du cancer, d'avoir un rapport sexuel ou sur leur sexualité future reste important. D'où l'importance d'une bonne information aux patientes en leur expliquant que l'infection HPV n'est pas une lésion. Donc on a vu cette situation, 3 cas possibles. Et il y a une situation encore pire, c'est la colposcopie qui n'est pas satisfaisante avec une zone jonction non vue. Soit parce que le col est normal mais on ne voit pas la jonction, soit parce qu'il y a une lésion mais on ne voit pas la limite, soit parce qu'on devine qu'il y a peut-être une lésion dans l'endocol. Et donc ces situations-là sont difficiles. Première situation, la colposcopie montre une lésion, c'est le plus simple. Deuxième situation, la colposcopie est normale et mais on voit la jonction. Ne pas oublier de rechercher quelque chose qui est très fréquent, c'est des lésions vaginales. Quand il y a des lésions vaginales, souvent on ne les diagnostique pas parce que le spéculum masque le vagin et qu'on ne colore pas bien le spéculum. Alors voici des patientes qui avaient un frottis ascus avec un HPV positif et on voit le risque d'avoir une lésion de haut grade dans le futur, 2 à 3 ans après. Colposcopie normale sans biopsie, le risque, vous voyez qu'il y a un facteur de risque qui est de 12% d'avoir une lésion de haut grade dans les 2 ans qui suivent. Quand la colposcopie est anormale, mais la biopsie est négative, c'est-à-dire qu'il y a une métaplasie, le risque est de 10%, non différent significativement. Et si vous avez une biopsie qui montre un CIN1, le risque n'est pas si différent non plus. Donc vous voyez, on est dans une situation où on a un frottis ascus HPV+, la colposcopie est normale, la colposcopie est anormale, mais il n'y a pas de lésion de haut grade. La colposcopie n'est pas normale, mais vous avez une lésion de bas grade, il y a quand même un risque de 12% d'avoir une lésion de haut grade dans les 2 ans qui suivent. Donc, ce n'est pas le diagnostic du CN1 qui est important,
C'est la présence du virus qui donne un risque d'avoir une lésion de haut grade dans les 2 ans qui suivent. Une autre étude sur 2 ans également, de CIN3, vous voyez que le risque d'avoir une lésion de haut grade, CIN3 maintenant, non plus CIN2, chez les patients qui ont une colposcopie normale, une biopsie négative ou un CN1, n'est pas significativement différent non plus. Donc, ce n'est pas la lésion qu'on diagnostique qui est importante, mais le virus qui donne la lésion qui est le plus important, et c'est lui qui doit disparaître. On voit donc que quand la colposcopie est normale et satisfaisante, on demande un contrôle 12 mois plus tard, le premier test positif, soit un test HPV, ce qui est la meilleure façon de dépister, soit la cytologie. Si c'est le test HPV qui est choisi, et s'il est négatif, c'est donc qu'il y a eu une négativation, on peut la contrôler à 3 ans. Si c'est le frottis qui est choisi, et si le frottis est normal, on devra faire un autre contrôle 12 mois plus tard. Si, par contre, on a une lésion histologique, évidemment, il y aura une prise en charge. Donc, si la colposcopie, par contre, n'est pas satisfaisante, qu'est-ce qu'on vous propose? De revoir la patiente sous œstrogène et d'associer un curetage de l'endocole. S'il n'y a pas de lésion après contrôle sous œstrogène et si le curetage endocole est négatif, on fera un contrôle à 12 mois, même si la zone de jonction n'est pas vue, il n'y a pas d'indication à faire une conisation diagnostique. Le curetage endocole est fait avec cette canule de Kervokian. Pour la lésion de bas grade, c'est à peu près identique. Frottis de bas grade initial, vous avez le choix soit faire la colposcopie systématique pour toutes les patientes, puisqu'en fait, il n'y a pas d'autre alternative à faire que le diagnostic de la lésion qui est porteuse sur le col. Soit vous avez une option, c'est de faire un triage par le double immunomarquage pour les mêmes raisons. Si le virus ne transforme pas la cellule, on peut peut-être surveiller à 12 mois. Si le virus transforme la cellule, là, il y a une indication à faire une colposcopie. Vous voyez qu'il n'y a pas d'indication à faire du test HPV chez les patientes qui ont un frottis de bas grade. Pourquoi? Parce que toutes les patientes qui ont un frottis de bas grade, 85% d'entre elles, sont porteuses d'un HPV à haut risque, donc ce n'est pas la peine de dépenser des sous pour savoir quelque chose dont on a déjà la réponse sur le frottis. Ce double immunomarquage dans le bas grade, à quoi il sert? Eh bien, il sert essentiellement dans les pays où la colposcopie est chère. Parce que vous voyez que la sensibilité du double marquage P16KI67 est de 94%, identique à l'HPV, mais la spécificité est bien meilleure que l'HPV, puisqu'il est de 19 et de 68. Et le but final, c'est quoi? C'est de dire que quand on utilise le double immunomarquage dans le bas grade, eh bien, on économise 50% de colposcopie, puisque celles qui seront double marquage négatif sont probablement infectées par un virus sans transformation de la cellule. C'est en tout cas ce qui est préconisé dans une option pour les patientes qui ne voudraient pas avoir de colposcopie. Là encore, dans le même tableau pour la colposcopie normale et satisfaisante, si elle est normale et satisfaisante, on demandera un test HPV à 12 mois. Là encore, quand la jonction n'est pas vue, contrôle sous œstrogène, curetage de l'endocole. La seule différence avec l'ASCUS, c'est qu'on peut demander un contrôle intermédiaire à 6 mois, pas on doit, on peut demander un contrôle intermédiaire à 6 mois, sinon le vrai contrôle est à 1 an. Pour la réponse dont on donnait tout à l'heure, quand on a un frottis ASCUS ou un HPV chez une patiente qui avait un ASCUS ou une lésion de bas grade, quand l'HPV est négatif, le risque à 2 ans d'avoir un CN3 est de 5%. Si on a un HPV au risque non 16, non 18, c'est de 5%. Mais quand on a un HPV 16 ou 18, vous voyez que le risque est à 20%. Donc finalement, quand on a affaire au départ à un frottis qui montre une lésion cervicale qui est probablement de bas grade, le risque n'est pas lié à la lésion elle-même, le risque est lié au type de virus qui donne la lésion. Il est beaucoup plus grave quand c'est un 16 ou un 18. Dans le frottis à SCASH, aucune autre alternative que de faire une colposcopie, si possible rapide, pour faire le diagnostic. La colposcopie est normale et satisfaisante. On est dans un frottis à SCASH, normale et satisfaisante, on fait un contrôle à 12 mois. S'il y a une colposcopie non satisfaisante, on demandera, comme c'est le cas ici, voilà une patiente qui a frottis à SCASH, col, exocol normal. On essaye de voir l'orifice, on ne le voit pas. On essaye de voir la zone de jonction, on ne la voit pas. Quand on ne voit pas la zone de jonction, on demande de refaire la colposcopie sous œstrogène avec un curetage de l'endocole. Si tout est normal, on fait un contrôle à 6 mois. Si c'est anormal, on le fait à 12 mois. On fait une prise en charge, pardon. Dans la frottis de haut grade, donc là, on passe à des lésions beaucoup plus sérieuses. Là encore, pas de test HPV. Frottis de haut grade égale colposcopie. Si la colposcopie est satisfaisante, on fait une biopsie. Si elle est non satisfaisante, il ne faut jamais oublier de regarder le vagin, qui est souvent masqué par les lames du spéculum, qui ne permet pas de colorer la paroi vaginale. Donc,
contrôle de colposcopie, examen du vagin. Si tout est normal, c'est la seule indication de tous les arbres que vous verrez où on peut proposer de faire une conisation dite diagnostique. Frottis de haut grade, jonction non vue, vagin normal, conisation diagnostique. Dans toutes les autres situations, il y a des prises en charge qui sont adaptées. Enfin, 2 situations, le frottis atypique glandulaire et la grossesse. Dans la grossesse, il y a des modifications majeures par rapport à ce qu'on faisait, dans l'AGC aussi. Atypique glandulaire, là encore, 2 situations. On est chez une femme de moins de 45 ans, test HPV. L'HPV est négatif, c'est qu'il n'y a pas de lésion du col, on peut contrôler à 3 ans. L'HPV est positif, on demande une colposcopie, un curetage endocol. Chez la femme de plus de 45 ans, le frottis AGC doit associer et un test HPV et une exploration endo-utérine et annexielle par une échographie, voire une biopsie d'endomètre, mais c'est surtout l'échographie utéro-annexielle qui permettra de vérifier l'épaisseur de l'endomètre et l'absence de pathologie tubaire ou ovarienne. Conclusion. Voici des aspects d'adénocarcinome in situ. C'est facile de les voir quand ils sont sur l'exocole, mais c'est très, très, très exceptionnel. La plupart du temps, on ne les voit pas parce qu'ils sont dans l'endocole. Et donc, il faut faire des examens histologiques. Pardon ? Histologiques. Donc, frottis AGC, la colposcopie, le curetage endocole. S'il y a une anomalie prise en charge, si tout est normal, il faudra refaire un test HPV 12 mois plus tard parce qu'il était positif. Une grande modification est l'attitude de frottis devant une patiente enceinte. Jusqu'à présent, toute cytologie anormale pendant la grossesse aboutissait à une colposcopie. Aujourd'hui, ça a changé. Frottis ascus ou bas grade en cours de grossesse, rien. Contrôle 3 mois après l'accouchement. Donc pour les frottis d'anomalies mineures, pas d'exploration colposcopique, pas de biopsie. Pour les anomalies ASCASH, AGC ou haut grade en cours de grossesse, une seule stratégie, la colposcopie. Si la colposcopie montre une lésion, on fait une biopsie. Si la biopsie montre une lésion histologique, on refera un contrôle 3 mois plus tard. S'il y a une suspicion d'invasion, c'est plus du domaine du gynécologue seul, c'est du domaine du gynécologue dans le cadre d'une ERCP. Si, par contre, la colposcopie n'est pas satisfaisante, on demandera une colposcopie 3 mois plus tard, et toujours le même suspicion d'invasion RCP expert, pas de suspicion d'invasion, contrôle 3 mois après l'accouchement, pas de conisation en cours de grossesse, il n'y a pas de suspicion d'invasion patente. Voilà, j'ai terminé en faisant rapidement le tour de toutes les situations de la cytologie anormale. Merci de votre attention. Merci Jean-Luc.